Allez, c'est reparti pour cette deuxième demi-heure. On va parler un peu plus concrètement. Alors, on a eu une première demi-heure très très large, macroéconomique, perspective marché, donc très cool avec beaucoup d'analyses et beaucoup d'informations. Et là, finalement, je suis assez content parce qu'on enchaîne une deuxième table ronde, peut-être qui paraît plus cloisonnée vers la gestion thématique et l'utilisation de la gestion thématique, mais finalement, la gestion thématique, c'est également extrêmement large. Et il y a beaucoup de choses à faire. Je reçois aujourd'hui pour parler justement des thèmes qu'il faut privilégier en 2021. Jacques-Aurélien Marciro, qui est fund manager chez Edram. Je reçois Gilles Sidbon, qui est portfolio manager chez Sycomore AM, et Benjamin Frouville, qui est directeur commercial distribution chez MG Investment. Messieurs, est-ce que vous êtes là et est-ce que vous allez bien? Salut Stéphane, ça va très Oui, bien. bonjour, on est là et on va bien. Bon, le petit test Impeccable. son de base. Ça, c'est juste pour vérifier que tout va bien. Comme vous arrivez sur la suite. J'espère que vous avez suivi un petit peu les premiers échanges de débat pour qu'on puisse rebondir dessus, parce qu'évidemment, aujourd'hui, on va parler de gestion thématique. Pour lancer le sujet concrètement, est-ce qu'on peut resituer un petit peu le contexte macroéconomique dans lequel vous évoluez dans vos sociétés de gestion respectives, et surtout parler de pourquoi la gestion thématique a du sens en ce moment? C'est-à-dire faire une petite vision, petite carte territoire de la gestion thématique et du pourquoi on doit en parler aujourd'hui. Je vais commencer par Jacques-Aurélien. Tu peux nous faire un petit point marché contexte et nous faire un petit rappel historique du savoir-faire des drames en la matière. Bien sûr, avec plaisir. Donc bonjour à tous. Euh, Clairement, je pense que si on devait résumer la situation macroéconomique, c'est on n'en sait absolument rien. Je pense que Jamie Dimon, qui est le CEO, donc le directeur général de JP Morgan, il y a à peu près un an jour pour jour, nous disait, donc JP Morgan est une des plus grandes banques mondiales, on entre dans la pire récession qu'on a jamais connue. Et il y a une semaine, il s'est fendu une lettre à ses actionnaires en disant que finalement, on était peut-être à l'aune d'une période de croissance et d'effervescence exceptionnelle qui pourrait durer jusqu'en 2023. Donc c'est vrai que, on va dire, comprendre le marché et l'appréhender, on va dire, au jour le jour est très compliqué en ce moment avec toutes les variables qui sont à l'œuvre. Et donc c'est vrai que là, soit on devient très flexible, soit au contraire, on décide de tenir un cap contre vents et marées. Et c'est là où je pense que la gestion thématique entre en jeu, puisque le propre de la gestion thématique, c'est finalement de donner un cap sur lequel on peut se fixer. Donc voilà, si je vais répondre très brièvement à ta question. Non, non, très bien. Alors d'abord, je partage cet avis. J'avais lu exactement cette vision et j'adore parce que la dernière fois, c'était chez Goldman qui nous avait fait le coup il y a quelques mois. Donc c'est ça qui est pragmatique avec les Américains, c'est que finalement, le vent va toujours dans le bon sens et c'est plutôt optimiste. Jacques-Aurélien, tu peux nous... Je sais, parce que je suis obligé de te lancer là-dessus, l'historique en gestion thématique des drames, tu peux nous en parler quelques secondes? Alors l'historique de la gestion thématique et drame, il remonte à 1985 par un fonds thématique sur la thématique de la vie et de la santé fondé par Edmond Rothschild lui-même. Donc ça, c'était notre premier fonds thématique. Donc pour dire qu'on ne s'est pas découvert il y a 5 ans une passion pour cette approche-là, qu'on a finalement étayé au fur et à mesure des années avec le fonds Big Data en 2015. Puis plus récemment, 2 fonds, un sur le capital humain, donc qui est le dernier né de notre gamme, et un autre sur la transition énergétique qui s'appelle donc Edmond Rothschild Green New Deal. Il y a un point commun dans notre vision thématique qui est sûrement complémentaire avec d'autres visions exposées, c'est qu'on a une vision très transversale des thématiques. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour se positionner sur un micro-sujet, mais vraiment pour capter les tendances de fond et les regarder à travers l'ensemble des secteurs concernés. Et c'est vraiment ça, je pense, qui nous différencie. Donc on a des fonds qui sont en général très diversifiés, avec une approche vraiment globale, qui sont peut-être moins agressifs que la moyenne, mais qui correspondent aussi à notre maison, qui est une maison de conviction pragmatique et conservatrice. Très bien. Non, non, mais c'est important. Je me permettais de relancer et de resituer. Alors, j'imagine que tout Tu le as monde raison. connaît Drab, évidemment, mais parce que moi, j'aime beaucoup la gestion thématique et je sais qu'on est tous les quatre parfaitement dans le même sens et que c'est ça qu'on veut expliquer aux gens. C'est pas parce que le consensus des 2 dernières années met de la thématique partout que ça veut dire que vous ne savez pas le faire depuis des années tous. Benjamin, alors là, évidemment, rebond pareil. Même question. Ta vision du marché, ton contexte, le positionnement de la thématique là-dedans, et puis si tu peux nous parler un peu d'MNG justement sur ce secteur, quelle est la position de cette petite société de Ouais, gestion qui bien sûr. démarre? Ouais, qui démarre depuis plus d'un siècle, mais Voilà. effectivement, on n'est pas forcément identifié comme étant des gérants thématiques parce qu'on gère sur l'ensemble des classes d'actifs partout dans le monde, mais on fait bien de la thématique depuis très longtemps. Ça a commencé en 1969 avec un fonds qui s'appelle MNG Recovery Fund qui s'intéressait aux sociétés en restructuration à ce moment-là. Après, on a fait toute une autre série de fonds thématiques, mais le plus connu
peut-être de nos partenaires CGP les plus fidèles en France, c'est le MNG Global Basics Fund, qui cherchait à capter la croissance des émergents, l'urbanisation qui s'opérait dans ces pays-là, au travers notamment des matières premières. C'est une thématique assez porteuse et tout un super cycle de 2000 à 2010. Ensuite, et plus récemment, on a créé là en 2017 un fonds sur les infrastructures cotées. Donc on sait gérer. On ne fait pas que ça évidemment chez MNJ, mais quand pour nous il y a une opportunité d'investissement, on n'hésite pas à créer ce type d'opportunité. Donc pour répondre à ta question, ouais, le contexte, je pense effectivement personne n'a de boule de cristal, mais ce qui est intéressant, c'est de noter que la crise sanitaire dans laquelle on est plongé depuis plus d'un an, pour moi, elle crée des opportunités. Elle accélère certaines dynamiques qui sont des dynamiques sociales, technologiques, environnementales. Et je pense que l'enjeu qu'on a aujourd'hui, et qu'ont les gouvernements surtout, c'est pas seulement de sortir de aussi de reconstruire un monde qui va être peut-être un peu plus durable, avec une croissance plus pérenne, et de réduire surtout les émissions de CO2. Donc, on est très très loin. Souvent, les crises sont des vecteurs de changement ou des vecteurs d'opportunité. On est très loin des préoccupations qui dominaient après la grande crise financière de 2008, où là, on a eu pendant 10 ans quand même beaucoup de rigueur budgétaire, du chômage structurel, une croissance potentielle plus limitée. Donc, je trouve intéressant aujourd'hui qu'on ait ce double étage de la fusée, à la fois des politiques monétaires qui semblent rester accommodantes, et puis des politiques budgétaires qui sont beaucoup plus actives, avec des plans de relance pour favoriser cette transition que j'évoquais tout à l'heure. Donc je pense que les disparités sectorielles auxquelles on assiste depuis quelques temps vont sans doute se poursuivre parce qu'il y a des thèmes qui vont être portés aussi par ces relances budgétaires. Et ça me paraît intéressant de pouvoir en profiter. Et pour moi, la gestion thématique, on ne l'a pas définie. L'objet quand même de se focaliser sur un pan de l'activité économique pour essayer de s'immuniser un petit peu du reste du marché. Alors c'est un peu utopique, évidemment, mais je pense que l'idée, c'est ça, d'essayer de trouver un secteur porteur pour des temps longs. Merci Benjamin. Gilles, alors Sycomore est arrivé peut-être plus récemment sur la gestion thématique. Est-ce que tu as les mêmes convictions et surtout, est-ce que, parce que c'est un peu l'ADN de Sycomore, ça ne s'est pas parfaitement bien marié entre guillemets avec la possibilité de faire de l'innovation un peu, parce que est-ce que c'est un peu ça ta vision du contexte et de l'intérêt de la gestion thématique aujourd'hui? Bah, nous, si on doit parler de la gestion thématique, Sycomore, on va fêter nos 20 ans cette année. Donc c'est vrai qu'on a commencé plutôt avec une approche de fonds blend, merci beaucoup, de fonds blend, dont certains qui ont un historique très long. Je dirais un des fils porteurs pour la maison, ça a vraiment été l'ESG. Donc Sycomore a vraiment été précurseur sur le sujet. Donc je dirais que c'était ça, une des thématiques qui était un lien commun entre tous les fonds. Et c'est vrai que depuis quelques années, donc depuis 5 ou 6 ans, on a lancé plusieurs fonds thématiques en fait qui rejoignent la mission de Sycomore, qui est d'humaniser l'investissement en ayant un impact sociétal et environnemental positif. Et donc à cette image, on a lancé plusieurs fonds thématiques, dont certains rejoignent un petit peu certains des thèmes évoqués par Jacques Aurélien, donc sur le bien-être des collaborateurs au travail, sur la technologie, sur la transition énergétique, sur l'éducation. Et donc, en fait, pour rejoindre un petit peu un des points qui a été fait auparavant, c'est en fait de retrouver des tendances séculaires, des méga trends un petit peu qui donnent un vent arrière de croissance. Donc, la gestion thématique par rapport à tout ce qui a été dit, et j'ai aimé le terme de cap qui a été utilisé auparavant, ça permet un petit peu de simplifier, entre guillemets, ce cap et la lisibilité qu'on peut donner à des investisseurs et à des porteurs dans un marché qui est très complexe à lire, avec tous les événements. C'est intéressant de voir tous les différents points de vue macro qui sont durs des fois à réconcilier. Et cette gestion thématique, ça permet, je pense, pour un petit porteur de mieux s'y retrouver. Alors, avec des tendances séculaires qui sont facilement compréhensibles. Alors justement, merci Gilles. Si je rebondis sur la vision globale, bon, l'intérêt indiscutable de la gestion thématique, vous venez de le rappeler, Benjamin et toi, alors évidemment Jacques-Aurélien aussi, mais vous êtes revenu aux fondamentaux d'expliquer pourquoi finalement on choisit des thèmes pour s'isoler quelque part des fluctuations intellectuelles, financières, géopolitiques des marchés. Comment on peut justement choisir les grandes tendances?
Je te relance toi, Gilles, parce que je sais que vous avez travaillé avec Sycomore sur plusieurs sujets, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'innovation. Est-ce que ça veut dire forcément, en ce moment, rester concentré sur les techs? Est-ce que la thématique 2021, ça reste l'innovation, la tech, l'IA? Est-ce que c'est ça, finalement, le message aujourd'hui? Donc il y a plusieurs thèmes, je dirais séculaires. Donc la digitalisation, la technologie en est un. On a évoqué aussi la transition énergétique. On est sur des sociétés de services. On parle beaucoup plus de capital humain. Donc il y a plusieurs thématiques. Donc certaines thématiques sont des tendances lourdes. La technologie, ça en est une. Hein. On a vu avec le Covid que sans en fait cette technologie, on pouvait pas fonctionner. Donc là aujourd'hui, on fait un webinar en distanciel qui ne pourrait pas à nouveau exister sans cette technologie. Donc, je dirais que c'est un peu une évidence et on voit que cette tendance s'accélère. Donc, le CEO de Microsoft a dit qu'on a fait avec la crise du Covid un mouvement sur le digital qu'on aurait fait en 5 ans, on l'a fait en 1 an. Donc, on voit carrément qu'il y a une accélération. Ce qui est important sur cette technologie, c'est que souvent elle se développe à bâton rompu de façon incontrôlée. Et donc pour nous, on pense qu'il est important de le faire avec toujours une enveloppe ESG, avec un filtre ESG de responsabilité qui sont clés selon nous. Et donc on pense que c'est une des tendances effectivement de fond très importantes qui continue de se développer aujourd'hui. Très bien. Non, parce que en fait, l'interrogation qu'on peut toujours avoir, Gilles, c'est que la digitalisation est un mot extrêmement large et moi, qui ai créé Net Investissement, je connais bien le sujet. C'est comme quand on parle de fintech ou de choses comme ça englobe énormément de métiers. C'est pour ça que quand tu parlais de technologie, c'est bien de rappeler que finalement, la conviction, ça reste quand même de filtrer cet énorme thème qu'est la technologie avec de l'ESG. Donc c'est une vraie conviction. Merci à toi de le préciser. Jacques Aurélien, est-ce que tu partages également cette conviction sur la technologie et quelle est la façon de l'aborder chez vous? Alors, évidemment, je partage complètement cette conviction sur le secteur technologique, mais je reviendrai juste sur un point dans l'intérêt de nos auditeurs, c'est il faut faire attention, c'est une thématique ne signifie pas forcément parce qu'elle est porteuse qu'on gagnera de l'argent en investissant dessus. Après, il y a comment l'investissement est porté, et ça, c'est vraiment extrêmement important. Et juste pour rappel, et les thématiques absolument pas glamour des marchés déclinants sur lesquels se sont construites les plus grandes fortunes françaises d'aujourd'hui. Je pense à la scierie, la papeterie, etc. Non, mais Non, mais c'est tu as important raison. ce qui brille Le et placement les de thématiques challenge, porteuses, je le mais trouve il n'y a pas longtemps. mais il faut pas oublier ça. Et c'est vrai que, nous, typiquement, dans un fonds comme le fonds Big Data, on a ce parti pris de dire on regarde l'importance croissante de l'exploitation des données dans tous les secteurs de l'activité. Donc forcément, la technologie occupe une part importante du fonds. Les valeurs qui, on va dire, fournissent l'infrastructure et les capacités d'analyse pour le Big Data, c'est 50% du fonds. Mais on va aller chercher jusqu'à 50% de sociétés traditionnelles qui ont compris l'intérêt de la technologie parce qu'on considère que on va aller au-delà du tout disruption. Et je pense que l'après-Covid nous montrera qu'il y a des acteurs traditionnels qui ont vraiment pris le tournant et qui sortiront très bien et qu'on n'est pas forcément obligé d'aller acheter les sociétés les plus chères aux États-Unis ou en Chine pour être exposé à ces thématiques-là. Donc vraiment, garder de la discipline. Et aujourd'hui, je pense que le plus grand risque sur la gestion thématique, c'est finalement la discipline sur les thématiques. Tu l'as évoqué avec les fintech. Aujourd'hui, le nombre de sociétés qui n'ont rien de fintech, mais qui se relabellisent fintech juste pour que les investisseurs soient prêts à les payer 20, 30, 50% plus cher, c'est aujourd'hui le danger. Donc attention à ce qui brille, discipline et tenir le cap. Non, mais c'est intéressant parce que ce que tu veux dire, Jacques Aurélien, et c'est une profonde conviction que nous on partage chez Net Investissement, il y a quelque part peut-être plus je ne veux pas parler de sécurité, mais de vision à long terme construite pour un portefeuille de clients de CGP comme moi, à s'intéresser à la digitalisation dans le côté transition des vieux métiers vers la digitalisation, que de la nouvelle tech, ambiance start-up. On est d'accord, c'est un peu ça le On est message. d'accord. Tout à fait. Ouais. Bon, ok, super. On reviendra à ça justement quand on parlera de fonds, parce que j'ai entendu que tu parlais de big data, donc je reviendrai te taquiner là-dessus. Benjamin, alors là, je sais que chez MNG, on a une vision un peu différenciante, pas que vous soyez pas du tout propre à la digitalisation, c'est que vous abordez ces choses-là sur une stratégie un peu différente. Est-ce que tu peux nous en parler, ce que tu veux défendre aujourd'hui? Oui, évidemment, on ne va pas nier du tout le potentiel des thématiques qui ont été développées précédemment. Ce serait être complètement stupide. Nous, le choix qu'on fait, c'est plutôt de jouer aussi ces thématiques au travers d'un fonds qui va être multithématique
et dont le seul point commun, c'est qu'on s'intéresse aux infrastructures. Donc des infrastructures, elles peuvent être d'ordre économique, type services aux collectivités, transport, eau, gaz ou électricité pour les services aux collectivités. Transport, ça peut être route, autoroute, port, aéroport. Mais ça peut être aussi des infrastructures qui servent justement la technologie, la connectivité, le big data ou la transition énergétique. Donc de ce point de vue-là, ça permet d'avoir un fonds vraiment cœur de portefeuille pour nous, parce qu'il n'y a pas nécessairement des arbitrages à faire. On peut avoir un portefeuille équilibré entre offensives, des valeurs de croissance, des valeurs cycliques. Et dans l'assurance vie, on sait que les arbitrages sont pas hyper fréquents, donc on pense que ça peut convenir à une clientèle intermédiaire. Et j'ajouterais que là, aujourd'hui, il y a un peu un alignement de planète aussi pour cette thématique, parce que il y a un retard qui a été accumulé au fil des années, que des experts appellent infrastructure gap, donc un écart entre les investissements qui étaient consacrés à la rénovation, à la modernisation des infrastructures, et les besoins réels pour cette vie. Et ce gap, cet écart, il s'est et des plans comme le plan Biden ont vocation justement à rénover ces infrastructures qui sont hyper vieillissantes. Les États-Unis, c'est certes la première économie du monde, mais c'est aussi un pays où il y a malheureusement des trains qui déraillent, des fissures dans les ponts, des nids de poules dans les autoroutes, et surtout, c'est un pays où l'accès à l'eau potable n'est pas intégral sur l'ensemble du territoire, sans parler évidemment de la connectivité. Donc pour permettre à toutes nos sociétés modernes, contemporaines de fonctionner, il faut des infrastructures, c'est l'épine dorsale de nos économies, et on pense que c'est une bonne thématique pour jouer en amont également des thématiques plus porteuses, comme on l'a évoqué évidemment précédemment. Donc si je comprends bien, on est d'accord, Benjamin, aujourd'hui les infrastructures, ça concerne d'abord, c'est mondial, ça ne concerne pas forcément soit les US, soit les pays émergents auxquels on pense, on se dit qu'il y a tout à faire. C'est pas non plus que la 5G franco-française, on est vraiment sur finalement un thème qui rejoint une multitude d'autres thèmes, que ce soit géographique, que ce soit sectoriel, que ce soit financier. Donc c'est très très large en fait. C'est extrêmement large et c'est mondial comme tu l'indiquais. Ouais. Le but, c'est vraiment de capter toutes ces tendances, parce que quoi qu'on fasse, on a besoin d'une infrastructure. Le matin, tu prends ta douche, tu as besoin d'une infrastructure pour acheminer l'eau dans ta salle de bain. Ensuite, tu vas aller au bureau, peut-être en voie avec des transports, tu as besoin d'infrastructures. Et aujourd'hui, on est connecté via des infrastructures comme des antennes relais ou des réseaux fibre optique. Ok, alors justement, dans la continuité de ces analyses-là, merci, hein, c'est très complet, je rebondis parce que je fais mon animateur. Benjamin, tu parlais de l'eau dans la salle de bain, donc il va falloir que vous vous mouillez un peu et nous donner là où les clés 2021 pour qu'on puisse avoir les meilleurs portefeuilles, évidemment, en gestion climatique. Est-ce que vous avez un ou plusieurs fonds? Je reste avec toi, Benjamin, tu parlais donc d'infrastructure, donc j'imagine que vous avez un fonds spécifique là-dessus. Est-ce que tu peux nous donner un peu d'historique, des petits exemples, les perfs, etc., pour nous préciser un petit peu plus ce qu'il y a sous le capot? Ouais. Alors, notre fonds, c'est le MNG Lux Global Listed Infrastructure Fund, donc un fonds dédié aux infrastructures cotées. Global Listed Infrastructure. L'intérêt, c'est que on n'investit que dans des sociétés qui exploitent des actifs tangibles. Donc, c'est génial parce que ça parle à n'importe quel client. Même si on n'est pas un financier averti, on comprend qu'il y a un actif tangible qui est exploité au travers de concessions qui sont des concessions souvent à longue maturité, avec des indexations inflation pour la plupart du temps. Et donc, c'est quelque chose d'extrêmement stable, situation d'oligopole ou de monopole, et c'est quelque chose d'essentiel au fonctionnement de nos sociétés. Donc, c'est pas une mode qui va passer, c'est quelque chose qui est vraiment nécessaire à nos économies. Dans les infrastructures, je l'ai dit, on ne va pas se concentrer uniquement sur des infrastructures économiques, type services aux collectivités, transport ou autres. On va vraiment avoir 30 à 40% du fonds qui peut être investi dans des infrastructures plus sociales. Ça peut être des résidences étudiants pour les plus démunis, qu'on va louer ou vendre à des associations caritatives ou des gouvernements. Ça peut être aussi des infrastructures liées à la technologie, je disais un centre de stockage de données, des réseaux de fibre optique, des tours antennes, etc. L'intérêt, je pense, c'est que on a vraiment ce fonds équilibré qui a aujourd'hui un rendement par rapport aux actions internationales qui est très élevé. On a à peu près 3% de rendement quand le MSCI est à peu près à 1,7. Donc c'est une prime de rendement qui nous paraît très attractive. C'est un fonds qui a été labellisé ISR aussi, avec le label ISR belge qui s'appelle Faiblefin, qui s'appelle Towards Sustainability et qui est décerné par Faiblefin. Et je pense qu'on a clairement un contexte porteur
avec ce fameux plan de relance qui est discuté aujourd'hui au Sénat aux États-Unis et qui pourrait amener des flux d'investissement peut-être encore plus importants pour combler ce retard accumulé dans les infrastructures et pour permettre d'assurer toutes ces transitions qui sont clés, la transition énergétique, la transition en matière de connectivité avec les objets connectés, la 5G. Et donc, je pense que c'est une thématique porteuse et qui peut rester dans un portefeuille sans doute pendant de très longues années dans la décennie à venir. Ouais, vision très long terme et surtout, moi, ce que j'y vois, en tout cas, comme intérêt pour mes clients, c'est que ça va leur parler forcément à tous. Très concrètement, ce que tu expliquais finalement est très concret. Merci Benjamin. Gilles, plusieurs fonds. Est-ce qu'on reste 100% sur la techno? Est-ce que tu peux nous donner un petit peu plus de détails sur ce qu'on devrait mettre dans nos portefeuilles labellisés Sycomore, évidemment? Ah bah oui, nous aujourd'hui donc on parle de technologie, donc on parle du fonds Sycomore Sustainable Tech, donc c'est un fonds technologie avec une approche responsable qui est très importante. Donc on l'a dit, la technologie c'est un des thèmes du siècle et donc ensuite il y a des aspects ESG qui sont spécifiques à la technologie. Donc si on doit parler du portefeuille, c'est un portefeuille avec une gestion à GARP, croissance à prix raisonnable, une volonté d'engagement ESG qui est forte et donc aujourd'hui un portefeuille sans GAFA. Donc on l'a dit, la technologie c'est pour le meilleur et pour le pire. Il y a des aspects très positifs. Donc on a parlé du travail distanciel, l'éco-design, le soutien scolaire. Il y a quand même des aspects négatifs à cette technologie. La technologie c'est souvent un outil de productivité, donc ça veut dire aussi des suppressions d'emplois. Il y a des impacts sur l'environnement, sur les droits humains, des problèmes de santé. Et donc, en fait, on cherche vraiment à favoriser des thématiques qui vont avoir un aspect sociétal ou environnemental positif. Donc, les aspects sociétaux, ça peut être des sociétés de technologie qui vont aider à la vie des PME, qui vont permettre d'établir une infrastructure critique, de développer des centres de recherche et développement dans des pays en développement. Ça peut être la cybersécurité, le digital enablement. Et donc, en fait, par rapport à toutes ces thématiques, je pense que les gens ont besoin pour revenir sur ce qu'on disait, de cap, de visibilité, de sens. Et donc, c'est un petit peu ce qu'on essaye de le faire dans le fonds Sycomore Sustainable Tech. Donc, on peut pas parler de performance aujourd'hui parce que le fonds va bientôt avoir ses 1 an. Donc, au bout d'1 an d'anniversaire, on pourra en parler. Le co-gérant du fonds, la personne avec laquelle je gère le fonds, a géré auparavant un des plus gros fonds tech en Europe avec un des meilleurs track records en Europe et de façon globale. Donc dès qu'on pourra vous parler de performance, on le fera, mais on pense en tous les cas que ce fonds rejoint la mission de Sycomore qui est d'humaniser l'investissement et d'avoir un impact positif. Et je pense que d'avoir une épargne qui est utile aujourd'hui, c'est quelque chose qui est important, qu'on dit souvent sans et performance, ça fait un peu tarte à la crème, et c'est une conviction maison depuis assez longtemps. Non, mais merci beaucoup parce que j'allais finalement te dire que vous aviez toujours cet ADN de l'humanisation de la finance, ou en tout cas on va dire de l'investissement, et tu viens de le résumer sur ta dernière phrase, sans ces performances, même si ça enfonce une porte ouverte. Je pense qu'on est vraiment dans ce besoin, clairement, pour moi, voir des clients tous les jours. Je peux vous garantir que c'est une réalité. Merci beaucoup, Gilles. Jacques-Aurélien, pour finir, pareil, technologie. Alors là, je t'avais dit que je te taquinais. Bah, évidemment, parce que tu sais que c'est important, y compris pour net investissement, mais également sur les convictions que j'ai depuis un certain temps. Le fonds Big Data, ça veut tout dire, la Big Data. Est-ce que tu peux rentrer un peu plus dans le détail pour nous donner des éléments concrets? Parce que ça, clairement, à expliquer à nos clients, c'est exactement ce que viennent de faire Benjamin et Gilles. C'est des choses très, très, très concrètes et qui leur parlent, en vrai, la Big Data. C'est pas un truc complètement numérisé et complètement digitalisé, en fait. On l'a perdu. Bon, j'ai perdu mon cher Jacques-Aurélien. Je pense que ça a coupé. Bon, alors, juste pour rebondir là-dessus, parce que finalement, évidemment, on connaît un peu le sujet. Le fonds Big Data, vous pourrez le retrouver auprès des équipes, évidemment, d'Edram. Je vais rebondir parce que, messieurs, comme il nous reste finalement 2 minutes,
C'est offert, c'est cadeau, c'est pour moi. Euh, on va se donner chacun un truc. Alors, je vais juste faire 20 secondes sur le fond de Big Data pour nos auditeurs, pour le faire un peu à la place de Jacques Aurélien, qu'il ait la sensation quand même qu'on l'ait fait. Moi, je le connais bien, ce fond. Le traitement, finalement, des données personnelles. Nos clients les connaissent évidemment depuis un certain temps avec la loi informatique et liberté qui s'est transformée en RGPD. Et ça n'est pas que ça. Le traitement de nos données se marie avec ce qu'a dit Gilles et avec ce qu'a dit Benjamin. Ce sont des choses qui passent par des technologies, qui passent évidemment par de la sécurisation et qui passent évidemment derrière par de la commercialisation. Donc il y a une notion de vigilance, il y a une notion de sens avec ce qu'on fait de nos données personnelles, qu'elles soient de santé, et ça va nous parler évidemment sur les derniers mois, comme évidemment de commercialisation pour des réservations, des choses comme ça. Donc, je vous invite à vous rapprocher de l'équipe d'Edram commercial pour reparler concrètement de ce fonds Big Data, parce que je sais que dans cette thématique technologie, ils ont un vrai savoir-faire et ils datent pas forcément d'hier. Pour la minute qui nous reste, les minutes 30 qui nous restent, Benjamin, je vais faire un exercice qu'on avait dit qu'on arrêterait de faire au mois d'avril, mais je vais le faire quand même pour qu'on finisse sur un petit sourire. Je connais déjà la réponse parce qu'on se connaît bien. C'est quoi le souhait, le mot d'ordre pour les mois qui viennent? Qu'est-ce que tu nous souhaites? Qu'est-ce que tu te souhaites? Qu'est-ce que tu souhaites à MNG? Je pense qu'on souhaite tous de sortir vite de ces périodes de confinement, évidemment. Quoique j'ai pas à me plaindre, j'ai pu ouvrir le bureau varois de MNG Ouais, depuis t'as compris le clin d'œil. Donc voilà, mais à part ça, j'aimerais beaucoup qu'on puisse refonctionner normalement et j'espère que effectivement ces tendances, tu l'évoquais en introduction, non, c'est pas toi qui l'évoquais, mais je pense qu'on a pris quand même des bonnes habitudes aussi de crise sanitaire, notamment je pense sur le plan du digital et on est sorti de nos zones de confort, on a changé nos manières de travailler et je pense que on pourra peut-être tirer le meilleur des deux, c'est-à-dire des rencontres et des rendez-vous et à la fois de ce pas en avant qu'on a fait dans le digital. Et je m'inclus parfaitement dedans. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Benjamin. Gilles, je connais déjà ta réponse parce que Sycomore, c'est évidemment l'humain au cœur de tout ça. Donc, qu'est-ce que tu souhaites? Encore plus d'humains ou un retour à plus d'humains? Ce qu'on peut espérer effectivement, c'est sortir du tunnel Covid et qu'on puisse tous être vaccinés. Ça, c'est une évidence. Peut-être revenir à un semblant de normalisation aussi économique. C'est vrai que Benjamin l'a évoqué auparavant. On était avant sur des schémas monétaires uniquement. Maintenant, on revient aussi sur des schémas keynésiens de déficit budgétaire. Il va y avoir deux moteurs à la fusée qui devraient soutenir l'activité. Et donc, effectivement, qu'on puisse tous se réunir pour fêter la victoire du Paris Saint-Germain en finale de la Coupe des Clubs Champions le 29 mai. Bon, magnifique. Ils ont été raisonnables parce que je pensais qu'au moins l'un des deux allait nous dire qu'il attendait avec impatience le retour aux apéros, mais c'est pas grave. On a deux grands professionnels. Bon, merci à tous. Je suis désolé que vous ayez raté la petite fin parce que j'avais gardé ma petite carte sous le coude pour parler des drames Big Data, mais comme je vous le redis, Jacques Aurélien est là. Alors, Jacques Aurélien, on va garder l'audience une petite minute de plus. Est-ce que tu peux nous faire un petit... il a recoupé. Il a redisparu. Allez, on en reste là. Évidemment, merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui. Merci les garçons pour l'exercice. Je rappelle que les équipes Sales des trois belles sociétés de gestion qui nous ont accompagnés sur cette deuxième table ronde sont à votre disposition. N'hésitez pas à prendre contact avec eux pour rentrer un peu plus dans le détail de ce qui s'est dit aujourd'hui. Moi, je vous donne rendez-vous le 12 mai prochain pour notre prochaine table ronde. Et surtout, d'ici là, prenez soin de vous. À très bientôt. Merci beaucoup.